La mort n'est pas une fin, c'est pas aussi sérieux que ça. C'est le titre d'un roman d'Agatha Christie qui se passe entièrement dans l'Égypte ancienne. Je lui ai volé. Alors, mais aujourd'hui nous parlons d'Afrique et nous parlons des Songé. Les Songé sont au nombre de 150 000 à peu près et vivent de part et d'autre de la rivière Lomami, en République démocratique du Congo. Ils sont organisés en chefferies indépendantes et partagent un héritage culturel et linguistique commun avec, on le sait, leurs voisins du Sud, les Luba. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'ils partagent aussi plusieurs caractéristiques de leur système de pensée, notamment avec leurs voisins du Nord, les Tétéla, et plus particulièrement à propos de leur conception sur le cycle de la vie et de la mort. Mais alors que chez les Tétéla, c'est d'ailleurs assez intriguant, les quelques figures sculptées existantes étaient consacrées au cycle initiatique de la confrérie des seigneurs de la forêt, les Kumukunda. Chez les Songé, la statuaire rituelle, elle, fort connue, objet de cet exposé, joue un rôle clé dans la manière dont ils envisagent le cycle de la vie et le renouvellement des générations. Les Songé ont en effet, certains d'entre vous le savent très bien, sculpté d'innombrables effigies et toutes, ou presque, possèdent une caractéristique frappante qui les distingue généralement si l'on accepte les Congos. Elles portent les signes et attributs visibles d'un usage rituel. Le nombril rempli d'un amalgame de substances, parfois mystérieuses, la tête percée de cornes d'antilope, remplie de ces mêmes substances d'ailleurs, le front hérissé de pointes de métal, le visage bardé de cuivre ou de clous, le cou orné de colliers, comme ici, et le corps couvert de tissus et de ceintures reptiliennes. La plupart de ces imposantes figures, redoutables, sont de véritables objets discours. Outre que certains de ces ajouts conféraient à la statue son efficacité, une grande partie de ces accessoires revêtait également des significations symboliques, dont beaucoup restent hélas indéchiffrables. Par exemple, je donne ici deux exemples sans les analyser pour l'instant, mais disons que les deux que vous voyez ici portent à peu près tous les attributs possibles, imaginables, tout en étant de styles extrêmement différents. Le premier étant probablement de la région du Nord-Ouest, comme celui-ci, qui est un objet d'Anvers, et celui-ci, qui appartient au musée de Tervuren, est du style le plus pur caléboué, qui est une des plus grandes chefferies à l'ouest de la Lomami. Je reviens à la carte d'ailleurs, parce que cette fois-ci, je vais vous parler des équis que vous voyez un petit peu au nord de la ville de Cabinda. Les équis sont un groupe de l'Est vivant au nord de la ville de Cabinda et possèdent un mythe d'origine du monde, ou du moins c'est probablement que beaucoup d'autres groupes en possédaient, mais celui-là a été recueilli soigneusement par un administrateur colonial, et le fait est suffisamment rare que pour le noter, qui s'appelait Waters, et qui a retranscrit en langue songé et traduit en français toute une épopée, tout un mythe d'origine, toute une genèse qui était récitée lors d'un rite initiatique dont je reparlerai. Alors, donc, les équipes possèdent ce mythe d'origine du monde qui décrit aussi, et c'est l'objet principal de cet exposé, parce que ce mythe est d'une richesse, et ces récits sont d'une richesse telle que je ne pouvais pas tous les envisager, mais, entre autres, il décrit comment le mécanisme du cycle de réincarnation, le mot est lâché, on en reparlera à la fin, fut créé. Alors voici un résumé un peu drastique de ce récit. Efile Mukulu Mulungu, le démiurge androgyne, chaque mot a son poids, mais je ne pourrais pas analyser chaque mot, crée d'abord, avec son haleine, ses 8 enfants. Le soleil, la lune, l'étoile, le feu, le vent, l'eau, l'arc-en-ciel et la terre. Suite à une querelle, et il y a beaucoup de querelles dans ce mythe, mais enfin, suite à une querelle entre soleil et lune, Efile Mukulu, le démiurge, divise cette dernière en astre masculin, la lune qui pour nous est féminin, donc masculine pour les Songé, et féminin, Vénus.
Après une deuxième dispute entre Soleil et Lune, Ephilé envoie la Terre dans le brouillard, suivi par l'eau qui s'y précipite en orage pour y créer les sources et les rivières. Ensuite, il crée Kafukufuku. C'est la chauve-souris. Elle a d'autres noms et d'autres symboles, et elle est effectivement aussi une étoile, mais une étoile particulière non identifiée, en tout cas par Waters ou par ses interlocuteurs. Celle-ci, la chauve-souris, engendra les oiseaux et les autres animaux ovipares, c'est-à-dire les reptiles. Un peu plus tard encore, Ephilé crée le galago aux yeux exorbités. On y reviendra au galago. Sur la scène mythique naquit alors le langage. Ephilé Mukulu lui confie un tambour à fente kyondo pour s'exprimer. Ensuite, de l'union du galago avec l'étoile filante naîtra le premier homme, Kankumbe. C'est l'ancêtre des Batois, les chasseurs-cueilleurs. C'est un résumé extrêmement drastique de ce récit, mais Ephilé, et c'est ici que ça devient important pour notre propos, Ephilé Mukulu assigne également à chacun de ceux qu'il a engendrés une tâche, un devoir. Kafukufuku, la chauve-souris, est chargée de collecter les bikudis, les âmes des hommes qui meurent. Arc-en-ciel, identifié à une des 3 étoiles du baudrier d'Orion, les capture à l'aide des 2 hameçons, retenez bien les hameçons, qu'il reçut d'Ephilé Mukulu et les envoie au vent, Balupunga, symbolisé par la première étoile d'Orion, pour qu'ils arrivent dans le monde céleste près de Lune et Vénus. Vous savez que le baudrier d'Orion a 3 étoiles qui se suivent et que c'est un mythe qui existe dans une grande partie de l'Afrique. La première, ici, c'est le vent, c'est le chasseur. La deuxième, c'est l'arc-en-ciel, c'est le chien. Et la troisième, c'est les bikudis, c'est les âmes pour chasser des morts. C'est la 3e étoile d'Orion. Mais ce n'est pas tout. Arc-en-ciel capture les âmes que Balupunga lui a envoyées, et ils arrivent dans le monde céleste près de Lune et près de Vénus. Et le fils, parce que Lune et Vénus, qui avaient été divisés en 2 par Ephilé, ont un fils, l'étoile Aldéraban, de la constellation du Taureau, qui est le gardien de la matrice céleste Cantu, où reviennent tous les bikudis, toutes les âmes des défunts, et d'où ils repartent toujours vers la terre avec l'aide de l'arc-en-ciel et du vent. Alors cette genèse, et bien d'autres récits encore qui sont annexes et connexes de cette origine du monde, de cette origine des hommes, et une partie du récit d'ailleurs raconte aussi l'origine des clans, l'origine du pouvoir politique, etc. Cette genèse était littéralement mise en scène lors de l'initiation au Bukishi, une association rituelle qui intégrait des hommes et des femmes et dont les grands initiés étaient d'importants banganga, des guérisseurs. Nous y reviendrons, mais les guérisseurs étaient aussi les détenteurs de statuts rituels par ailleurs. Cette institution, présente surtout à l'ouest du pays Songye, disparut complètement au milieu du XXe siècle, et probablement bien avant pour certains groupes. L'initiation se scindait en 2 étapes rituelles, et voilà un plan que Waters a réussi à établir avec un de ses informateurs Songye. Voilà un plan de la manière dont se construisait le rituel, se construisait l'enclos rituel, et où l'on voit différentes parties qui correspondent avec autant d'espaces cosmiques, autant de lieux où se passent différentes scènes de la genèse du monde. Mais l'initiation se scindait en 2 étapes rituelles, appelées l'une, la première, Bukishi de la terre blanche, et la seconde, l'étape ultime, Bukishi de la poudre rouge, ou Nkula, la terre blanche étant appelée Ntochi chez les Songye. Et on dit que certains groupes connaissaient le premier Bukishi de la terre blanche et pas le deuxième, tandis que certains le connaissaient, ou du moins le parcouraient, le subissaient en entier. Ce rite de passage était lié au pouvoir politique. Et c'est au fond le Bukishi qui était dépositaire en tout cas, des traditions
de Sangye, du moins dans les groupes qui connaissaient le Bukishi. L'enclos initiatique était divisé en différentes enceintes qui symbolisaient les différentes sphères célestes et terrestres où les événements du mythe de création se déroulaient. Et voilà le schéma que Waters en a recueilli à partir d'un schéma dessiné dans le sable. Il faut souligner aussi qu'au sein de la dernière enceinte initiatique, la voilà, du Bukishi rouge, donc la toute petite ici, c'est là qu'a lieu le dernier événement du rituel, qui dure plusieurs mois d'ailleurs. Au sein de cette dernière enceinte est exposée aux yeux des novices une statue Nkishi qui, selon Waters, s'était appelée Kasongo. Elle symbolisait Sende Kapenga, la lune masculine. Alors si je montre ces deux objets, c'est pour dire à quel point on peut parfois, en anthropologie ou en histoire de l'art, faire des hypothèses dont on n'est vraiment pas sûr qu'elles puissent se vérifier. Mais il est étrange que ces deux objets, qui par ailleurs sont bien sûr tronqués par le temps et par l'usage et par la destruction partielle, étaient deux objets extrêmement grands, plus grands que la plupart des sangye communautaires que l'on connaît. Et tous deux ont aussi une autre caractéristique qui est d'avoir, dans ce qui leur reste de Bishimba, Bishimba ce sont les charmes qu'on incorpore, dans ce qui leur reste de Bishimba dans le ventre, des petits bâtons. Or, notamment dans les récits, on parle beaucoup des Kankana, les Kankana du pouvoir, les 9 Kan des 9 clans du pouvoir, etc., etc. Hypothèse qui n'est pas étayée vraiment, mais auquel on peut songer simplement. Le Nganga, qui était en charge de celle de gauche, était appelé le Grand Kasongo. On pense au nom d'une Kishi qui était exposée dans le Bukishi, mais évidemment impossible d'en inférer que ce statut a pu un jour reposer au sein de l'enclos initiatique du Bukishi. Lors de chaque initiation, les novices revivaient littéralement le mythe d'origine du monde. Il y avait des tunnels qui les menaient d'une sphère céleste à une sphère terrestre. Depuis la Genèse mettant en scène de grands acteurs célestes jusqu'à la création des êtres humains et l'apparition du premier humain, la mise en place du cycle de réincarnation. La couleur blanche, ainsi que l'espace initiatique utilisé lors du Bukishi de la Terre blanche, sont les symboles de l'univers cosmique éternel, où se meuvent le démiurge créateur Efilemukulu et ses enfants, tandis que le rouge est par contre l'emblème du monde terrestre périssable de l'homme. Les bikudi, les âmes ou les principes spirituels de certaines personnes peuvent en effet ne pas avoir le droit de rejoindre la matrice céleste pour y attendre leur réincarnation. Ils sont expulsés définitivement de ce cycle et deviennent alors des mikishi malveillants, assimilés à des animaux qui errent sans fin. Le processus vital de la réincarnation peut aussi être contrecarré par les agissements d'hommes malveillants, comme les sorciers bandoshi, qui tuent et asservissent les esprits des défunts pour arriver à leur fin. Les femmes n'enfantent plus, des maladies surgissent et la vie des hommes est brutalement écourtée. Il existe cependant une catégorie d'esprits mikishi, ceux des grands ancêtres, chefs fondateurs et grands notables défunts. Ils n'ont pas un nom particulier comme chez les Luba, on les appelle vidiers, mais ils restent aux côtés des Filemukulu, ne se réincarnent pas, mais peuvent faciliter la réincarnation des esprits bienveillants. Ils sont vénérés en tant que gardiens des lignages. Et c'est par l'intermédiaire, voilà un des rôles des statues dont nous parlons, c'est par l'intermédiaire des statues Mankishi que les sangye reçoivent les messages des grands esprits ancestraux. Et voilà, en général, ces statues étaient plus particulièrement propitiées lors de chaque mois, lors de l'apparition de la nouvelle lune. Ils étaient sortis de leur sanctuaire et un gardien veillait jalousement sur eux. Je ne prédis pas que cette photo qui a été prise par Burton en 1936 représente bien
le gardien de ce Nkishi. C'est possible, je ne le dis pas, et la légende de la photo de Tervuren, en tout cas, ne l'affirme pas. Chaque grand Nkishi communautaire était donc gardé dans un sanctuaire appelé Shibuya Mbwanga, Mbwanga étant un nom désignant de manière générale, j'y reviendrai, des charmes, et dont le Nkishi n'est au fond qu'une forme particulière anthropomorphe. Et ce gardien était appelé le Nkunya. Ce dernier recevait des messages du Nkishi au travers de ses rêves, qu'il interprétait alors à l'intention des villageois. Il pouvait également entrer en possession pour interpréter les messages de la statue et prévenir que des esprits malveillants étaient à l'œuvre. Plusieurs anciennes photos montrent également une figure Nkishi juchée sur une sorte de table haute d'où elle semble surveiller et protéger l'ensemble du village. Celle-ci date de 1923 ou 1913, il y a des différences d'une archive à l'autre, tandis que la seconde date de 1947 et est prise dans la région d'Ensapo. Outre ce rôle de médiateur, l'une des prérogatives essentielles des grands Mankishi communautaires est de faciliter la réincarnation des esprits des défunts Bikudi, on s'en doutait un peu, et corollaire évident, d'assurer la fécondité des femmes en aplanissant tous les obstacles qui les empêchent d'enfanter. Enfin, la plupart de ces figures imposantes protégeaient la communauté contre la sorcellerie ainsi que d'autres malheurs, comme la foudre par exemple. Mais pour que ces figures de bois acquièrent leur pouvoir, il faut avant tout, je parle au présent, mais je pense hélas qu'il n'y a plus beaucoup, il reste probablement des Mankishi dans les villages, mais je ne sais pas si on en sculpte et si on en crée de nouveaux. C'est une question à poser à certaines personnes au Congo. Il faut avant tout que le spécialiste rituel, le Nganga, qui est seul aussi détenteur d'une force difficile à identifier, une force magique, le Bukopo, leur adjoigne des substances magiques, Bishimba, qu'il insère dans la cavité abdominale ou dans la tête. La statue devient alors un Bwanga, comme je vous le disais, le pluriel est Manga, c'est-à-dire un charme doté de pouvoir, d'efficacité. Le Nkishi n'est en somme qu'une catégorie particulière de Bwanga qui revêt la forme humaine, anthropomorphe. Mais chaque ajout que le Nganga lui confère, lui attribue, lui assigne, lui met autour du cou, autour de la taille, etc., comme la corne sur la tête, des petits paniers, des graines, parfois, et même plusieurs fois, une carapace de tortue, et qu'il remplit également de Bishimba, parfois de compositions différentes, constitue une sorte de Bwanga dans le Bwanga qui vient préciser les pouvoirs que l'objet est censé mettre en branle. Certains Mankishi, comme celui-ci, portent sur le corps de petites figurines miniatures. Sont-elles le symbole du désir d'enfantement des femmes? Comme on le sait, c'est un des rôles des Mankishi. Ou s'agit-il de petits Mankishi qui, eux aussi, viennent renforcer et orienter le pouvoir de la figure qui les porte? Nous ne le saurons pas. Le Nkishi, en tout cas, ainsi chargé de sens et de pouvoir, devient non seulement un objet discours dont je parlais, mais aussi un objet force. Examinons maintenant d'un petit peu plus près les signes et les symboles du cycle de la vie que l'on retrouve et de la mythologie que l'on retrouve sur certains de ces Mankishi. Certains des accessoires, justement, que ces effigies arborent, comme les tissus, les ceintures, les peaux, les coiffures, sont bien souvent des symboles métaphoriques qui renvoient aux fondateurs de la chefferie, devenus de grands esprits ancestraux, certains forgerons, certains héros mythiques de la fondation des chefferies. D'autres encore, par contre, sont des signes qui renvoient au mythe de la création du monde dont j'ai parlé, ou à l'initiation du Bukishi durant laquelle cette légende s'enseigne. L'ocre qu'on ne voit pas très bien et le blanc qu'on voit bien et qui ornent respectivement le côté droit et le côté gauche de ce grand Nkishi du musée de Tervuren fait sans doute,
c'est encore une hypothèse, mais fait sans doute référence au fait qu'on enduisait un défunt de ces deux couleurs juxtaposées s'il avait été un initié complet du Bukishi, c'est-à-dire qu'il avait franchi les deux étapes blanches et rouges de cette association, de manière à ce que Sende Kapenga, comme l'a dit un des interlocuteurs de Waters, l'une masculine, puisse reconnaître le défunt comme un homme à lui. Beaucoup de statues de style que j'ai dénommé Tempa, mais je crois qu'il y a un spécialiste dans la salle qui pourra confirmer s'il s'agit bien de cette région-là, mais en tout cas, il s'agit ici d'un groupe de statues d'un style bien particulier. Beaucoup de statues de ce style possèdent des yeux verrons, c'est-à-dire un œil de fer et un œil de cuivre, ce qui pourrait être associé respectivement à la lune et au soleil, ou à l'alternance du jour et de la nuit, comme M. François Net le suggérait tout à fait, mais également, peut-être, aux couleurs symboliques des deux étapes initiatiques du Bukishi. La couleur claire du fer, qui à l'époque n'était pas encore patiné, pouvait renvoyer au blanc d'une tochi ou kaolin, et le cuivre à l'ocre d'une kula. En outre, ces grands yeux proéminents pourraient bien représenter ceux du Galago, aux yeux exorbités, ce personnage intelligent et rusé qui, dans le mythe d'origine, introduit sur Terre la communication verbale sous la forme du langage tambouriné, et qui fut à l'origine des premiers hommes, puisqu'il engendra, avec l'étoile filante, le héros Kankumbe, l'ancêtre des chasseurs-cueilleurs. Voilà, le Galago. D'impressionnants colliers de perles ornent les longs coups de plusieurs de ces statues, manifestement de la même main ou du même atelier. Le Nkishi de Tervuren à gauche comporte 7 rangs de perles, tandis que celui du musée d'Anvers au milieu en arbore 14. Le troisième à droite, également de Tervuren, n'en comporte que 13. J'en étais fort mari, mais j'ai retrouvé miraculeusement une photo dans les archives et où on voit qu'il en possédait aussi 14. Voilà la photo où l'on voit tout au-dessus au sommet le dernier rang de perles bleues, enfin la photo est noir et blanc, mais le dernier rang de perles bleues qu'il avait perdu. Ces séries de rangs de perles multiples de 7 se retrouvent sur beaucoup de mankishi que ne le voudrait la simple loi du hasard. J'en ai fait le compte et bien sûr, toutes les statues qui portent des colliers de perles n'en ont pas 7 ou 14, mais il y en a énormément, statistiquement plus que ne voudrait la simple loi du hasard. Et j'ai montré en 2004, ou essayé de montrer en 2004, que le collier de perles est un substitut symbolique du collier de graines de bananier sauvage NCT ventricosum, l'un des objets rituels le plus important au sein du Bukishi. Or, ce bananier a un cycle de fructification de 7 ans. Et ce cycle septennal revêtait une grande importance chez les Équis, peut-être dans d'autres groupes, mais l'information n'existe que pour les Équis, car tous les 7 ans, à chaque fructification du bananier, le chef, le Yankole, était démis de ses fonctions, en même temps que s'ouvrait une nouvelle session d'initiation du Bukishi. À la clôture du rite, le nouveau chef était intronisé. Le rythme de la fructification du bananier sauvage, j'insiste, c'est un bananier NCT ventricosum, n'est pas comestible et totalement différent des autres bananiers, mais il est indigène de l'Afrique, à la différence des autres bananiers qui, comme chacun sait, viennent du Pacifique ou venaient du Pacifique il y a fort longtemps. Donc ce bananier fixait la durée du règne du chef ainsi que la périodicité de l'initiation au Bukishi. Ce pourrait expliquer fort probablement que les colliers portés par certaines effigies rituelles comportaient 7 ou 14 rangs de perles correspondant respectivement à 1 ou 2 cycles du Bukishi ou septennat politique. Si les mankishi qu'on a vus précédemment portent les marques de l'initiation au Bukishi, du moins c'est mon hypothèse, les crochets suspendus au bras de ces deux figures pourraient bien représenter les 2 hameçons évoqués dans le mythe d'origine. Rappelez-vous, le démiurge confère à l'arc-en-ciel 2 hameçons pour capturer les bigoudis des humains décédés, pour les confier au vent
qui les envoie auprès de Lune et Vénus, le couple céleste qui a engendré l'étoile Aldéraban. Ce dernier est le gardien de cette matrice Cantu, où reviennent tous les bicoudis des défunts et d'où ils repartent vers la Terre pour se réincarner, toujours avec l'aide du vent et de l'arc-en-ciel, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Certains pourraient m'objecter, ceux surtout qui connaissent bien les Songye et l'art Songye, que ces crochets n'ont qu'une fonction strictement utilitaire. On sait qu'il fallait manipuler les mankishi avec circonspection, éviter de les toucher. Plusieurs moyens furent ainsi utilisés pour les transporter lors des rites de la nouvelle lune, comme faire passer des bâtons sous les aisselles de l'effigie, ainsi que le décrit Dunya Ersak, ou encore attacher 2 grosses cannes à la base de la statue, comme le décrit Myriam. Mais il se trouve que des crochets rigoureusement semblables à ceux-ci, quoique de taille évidemment très réduite, ornent certains colliers, dont cet exemplaire qui comporte en plus, cerise sur le gâteau, 14 pointes d'ivoire. Et plusieurs en comportent 14, mais qui n'ont pas les crochets. Il me semble que l'on pourrait conclure à la signification éminemment symbolique de ces 2 hameçons, dont on se demande d'ailleurs pourquoi ils affecteraient cette forme recourbée, finalement fort peu pratique, s'il s'agit uniquement de s'en servir pour transporter la statue. Qui plus est, ces statues sont... Celles qui comportent ces crochets ne sont pas parmi les plus grandes ni les plus lourdes d'ailleurs. Plusieurs des signes et symboles qui ornent les effigies Songye semblent donc renvoyer aux personnages cosmogoniques qui interviennent dans le cycle de réincarnation, une genèse dont les initiés perpétuaient le souvenir auprès des novices du Bukishi. On peut néanmoins se poser la question, s'agit-il réellement de réincarnation? Je ne suis pas entrée dans le vif du sujet encore. Enfin, si, en ce qui concerne le rôle des statues, qui est clairement d'aider et de faciliter le retour des âmes vers les femmes pour qu'elles puissent mettre au monde. Ça, c'est très clair. Mais lorsque les premiers anthropologues s'intéressèrent, et on va étendre un peu notre sujet à l'ensemble de la zone du sud-est du Congo, lorsque les premiers anthropologues s'intéressèrent aux religions africaines, ils n'hésitèrent pas à emprunter aux conceptions de l'Inde et de la Grèce les termes de réincarnation, métempsychose, pour l'appliquer au processus qu'ils découvraient en Afrique. Des concepts qui semblaient, de prime abord, traduire ces mécanismes correctement. De nombreuses, vous avez vu dans le mythe l'histoire où effectivement des âmes reviennent intégrer les enfants ou la grossesse. De nombreuses variantes existent, mais toutes considèrent essentiellement que l'un des principes vitaux d'un défunt, l'ombre, le double, l'âme, lui survit et se réincarne en un enfant à naître. En réalité, il semble cependant que lorsqu'on interroge en profondeur les systèmes de pensée qui parlent de ce carrousel des âmes, comme Robert Longojo, un chercheur de l'Université libre de Bruxelles, l'a fait pour les Tetela, on s'aperçoit que les choses sont infiniment plus complexes. Vous vous rappelez, en début d'exposé, je vous ai parlé des Tetela qui avaient un système de compréhension de ce cycle de la vie fort semblable à celui des Songye. Alors, je suis obligée ici de simplifier drastiquement les données et les analyses remarquables de ce chercheur Tetela, qui va d'ailleurs bientôt défendre sa thèse à l'ULB. La personne Tetela possède 4 principes vitaux, l'ombre, le souffle, etc., dont 2 meurent avec le corps, tandis que les 2 autres forment un duo qui, après la mort, se réincarnent ensemble. Ces derniers s'introduisent au sein de l'enfant à naître et vont fusionner avec les principes vitaux encore en gestation du futur nourrisson, en lui conférant une partie de ses caractéristiques physiologiques, mais aussi certains traits de caractère. Néanmoins, ces 2 principes vitaux resteront toujours distincts de ceux de l'enfant, avec lequel ils ont fusionné, et dont ils deviennent en quelque sorte le tuteur ou le parrain. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 3 ans, les principes vitaux du défunt réincarné s'en détachent, tout en continuant
à le guider de manière plus ou moins rapprochée jusqu'à l'adolescence où ils s'en détachent définitivement et où ils pourront peut-être à nouveau se réincarner en un autre enfant à naître. Myriam dit des Mbala qu'on se réincarne 3 fois en homme, une dernière fois en animal, et puis on disparaît ou on reste auprès des Ashidi, les grands ancêtres. Les Ashidi sont là, excusez-moi, auprès des grands ancêtres Mikishi. Le cycle de vie tel que le conçoivent les Songye n'a pas été aussi profondément ausculté que celui des Tétéla, mais tout porte à croire que le processus à l'œuvre chez eux se rapproche de celui des Tétéla. Pourtant, bien que ces derniers ont sculpté, comme je le disais au départ, quelques figurines liées à la confrérie des maîtres de la forêt, ils ignorent totalement la statuaire rituelle du type de celle qu'ont façonné les Songye, possédant ces fonctions-là. Et ce sont en grande partie les devins guérisseurs, appelés Wechi chez les Tétéla, qui servent d'intermédiaires entre les hommes et les grands ancêtres. Donc on peut avoir un système de pensée semblable et je dirais faire l'économie de la statuaire comme intermédiaire. Chez les Luba, il semble également qu'il ne s'agisse pas de véritable réincarnation au sens classique du terme, puisqu'on dit, enfin plusieurs auteurs le disent, que le principe spirituel ngudi d'un défunt, et qui est très certainement l'équivalent, en tout cas linguistique, du kikudi des Songye, va suivre, on utilise le verbe kulonda, qui veut dire suivre au sens littéral du terme. Donc le ngudi d'un défunt va suivre une grossesse, protéger la femme enceinte et parrainer l'enfant à naître, qui en retour recevra son nom. Mais les adultes Luba n'ont pas de rapport privilégié avec le ngudi qui veilla sur la naissance. Les Tétéla non plus d'ailleurs, ni les Songye. Et surtout, à la différence des Songye et des Tétéla, les Luba ne comptent pas impérativement sur la réincarnation de leurs défunts pour assurer le cycle de la vie et le renouvellement des générations. Simplement, ces ancêtres qui veulent retrouver une reconnaissance au sein de la nouvelle génération sont acceptés. Chez les Bembe, et je vais tout de même retourner la carte pour vous les désigner, chez les Bembe, par contre, l'irruption d'un esprit de défunt cherchant à se réincarner dans le ventre d'une femme enceinte est considérée comme une des causes de la mort des bébés lors de l'accouchement. Et une statue particulière sera sculptée à l'effigie de ce Tassende ou défunt trop entreprenant qui, venu se confondre intempestivement avec un enfant à naître, l'aura étouffé. À la différence des autres effigies de défunts, la Sende semble comme inachevée, embryonnaire, sans bras, parfois sans jambes, comme ici. Et la fonction de cette effigie de défunt inachevé est avant tout de susciter la vigilance des vivants. Et je reprends ici les données de Paul Gossio, qui était un ami et qui est malheureusement disparu il y a quelques mois. Donc la fonction de cette effigie de défunt inachevé est avant tout de susciter la vigilance des vivants. Car, dit Paul Gossio, la Sende est obstinée et renonce rarement. Et sans doute, pensent les Bembe, renouvellera-t-il sa tentative. Et c'est évidemment une tentative d'explication des enfants morts-nés lors de l'accouchement. On le voit, entre les conceptions qui prévalent d'ouest en est, je reprends la carte, se dessine un continuum avec aux extrémités 2 visions totalement opposées. Cela va d'un système de pensée où la fusion entre un nouveau-né et un défunt semble la voie obligée, comme chez les Tétéla et les Songye, à la position inverse où toute incursion des défunts dans le processus de grossesse et de naissance constitue une anomalie dangereuse, comme chez les Bembe et même chez les Bouyo. En passant par une attitude intermédiaire, c'est des Luba, où l'on accepte qu'un défunt veuille suivre l'un de ses descendants et lui conférer un peu de lui, ainsi que son nom, mais où ce processus ne constitue pas la norme indispensable. Mais la question reste ouverte. Faut-il utiliser le terme de réincarnation pour désigner les phénomènes qui, au sein de certaines communautés africaines, semblent à première vue en faire partie? Et quel autre terme pourrions-nous utiliser pour désigner ce parrainage spirituel? Je vous pose la question.
Il y a peut-être des hellénistes, des égyptologues qui pourraient avoir des idées sur la question. Quel que soit le phénomène, il semble bien toutefois que nous puissions parler d'un véritable cycle de la vie, où la mort n'est pas une fin, mais le prélude à un éternel recommencement. Je vous remercie.